Bonjour Maxence Christel. Bonjour monsieur. Donc merci d'être avec nous. Nous nous retrouverons le 16 mars entre confrères et avec un public complètement large. Tout le monde peut venir écouter pour parler du consentement et de l'hypnose. C'est une thématique que nous proposons avec Antoine Bioy, donc Hypnosia et moi, la CCH, pour amener une réflexion qui devient urgente. L'actualité le montre. Nous devons nous interroger sur la notion que les patients peuvent avoir du consentement par rapport à un acte comme l'hypnose et la notion que les thérapeutes eux-mêmes ont du consentement par rapport à cette même pratique. Je vous interviewe aujourd'hui parce que vous avez publié cet ouvrage l'année dernière, qui est un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, Le consentement, chez Que sais-je, que j'ai découvert cet été par hasard dans une librairie à Chamonix, et j'ai trouvé ce livre très intéressant par la notion de consentement qui s'est étendue au fil des années par rapport aux premières notions qu'on a pu créer ou qu'on a pu donner de ce mot-là. Alors vous, quelle est votre représentation en quelques mots de ça, justement, de cette évolution du mot consentement? Comment le définissez-vous et surtout, qui êtes-vous, puisque je ne vous ai pas présenté? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et pour me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me tient effectivement à cœur. Donc, moi, je m'appelle Maxence Christel, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Picardie-Jules Verne et j'ai réalisé une thèse de doctorat en droit sur le sujet du consentement, thèse que j'ai soutenue en 2014 et donc je travaille depuis 2009 à peu près sur cette question du consentement, mais envisagée de façon pluridisciplinaire, pas uniquement à l'aune du droit, mais aussi avec les apports de la philosophie et d'autres disciplines pour essayer d'enrichir un peu la compréhension de cette notion. Alors, pardon, excusez-moi, je réponds à votre question. S'agissant de la définition, je pense que, il est important de préciser immédiatement une distinction qui existe entre, d'un côté, le consentement juridique et de l'autre, le consentement au sens du langage ordinaire. Puisque les deux ne désignent pas tout à fait la même chose et ne répondent pas aux mêmes conditions ou exigences. Sur le plan du langage ordinaire, j'ai proposé de définir le consentement comme une faculté psychobiologique, et je peux m'expliquer sur le pourquoi de cette appellation, qui serait commune à l'ensemble de l'humanité et grâce à laquelle il serait possible de nouer ou de créer une relation. Et cette relation, elle peut concerner soit l'individu par rapport à lui-même, il y a donc une possibilité de consentement avec soi, c'est ce que était appelé en philosophie le dialogue avec soi-même, ou bien celle d'un individu avec autre chose que lui, qui est la situation que l'on connaît le plus fréquemment. Ça, c'est sur le plan du langage ordinaire. Sur le plan on peut dire, du droit, il n'existe pas de définition unifiée de ce que peut être le consentement. Et d'ailleurs, il n'existe pas de définition à proprement parler du consentement, à ma connaissance, dans un texte de droit positif. Les textes vont nous dire quelles sont les qualités que va devoir avoir le consentement pour être reconnu comme juridiquement valide. C'est ce que beaucoup de gens connaissent au travers de libre et éclairé, ou spécifique ou univoque s'agissant du consentement numérique, par exemple. Mais ce n'est pas une définition du consentement en tant que tel. Par exemple, pour vous donner une illustration de ça, en droit des contrats, en droit civil des contrats, le consentement peut désigner deux choses, soit le consentement de la partie qui s'engage dans un contrat, mais il peut également, le même terme, désigner la rencontre des deux consentements. Donc on voit bien que le vocabulaire est fluctuant, mais s'il fallait résumer, j'aurais tendance à dire, d'un point de vue général, que le consentement tend à être pensé en droit comme un synonyme de l'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre D'accord, question. non, non, c'est bien. Alors, dans ce que vous venez de dire, vous avez déjà donné une notion particulière dans la première partie, dans le certificat, dans le consentement, avec cette notion de biopsychologie, en disant consentement avec moi-même et consentement avec les autres. Oui, Cette notion, je la propose dans les addictions, très concrètement, en disant à un patient,
consentez-vous pour vous-même à bénéficier de ce que les droits humains ont prévu pour vous, c'est-à-dire la liberté d'aller mieux. Oui, je consens à ne plus prendre d'alcool. Voilà, je consens à être libre. Ce qui pose problème, c'est la deuxième partie, c'est que consentir ça par rapport à soi, c'est une chose, mais par rapport aux autres, ça veut dire que si les autres, eux, ne le conçoivent pas, j'ai beau me dire par rapport aux autres, je vais arrêter de boire, il faut que les autres m'aident. Mhm. Donc, quand un juge entend, j'imagine, un patient dire j'ai décidé d'arrêter, etc., oui, je consens à ne plus boire, ça veut dire je consens par rapport à moi-même et par rapport aux autres. Mais pour que par rapport aux autres tiennent, il faut que les autres, entre parenthèses, soutiennent. Oui. Donc, ma question, c'est ça, c'est dans la notion de consentement que vous évoquez, quand on parle d'un accord biparti, Mhm. c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que les deux côtés sont d'accord. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas parler de consentement biparti? Alors, là, vous m'interrogez sur, en réalité, un point qui est un peu compliqué sur le plan de la technique juridique, mais je peux tout à fait vous dire quelques éléments là-dessus sans en être un spécialiste. C'est la question, en réalité, du consentement à l'acte médical, de façon générale. Et sur ce plan-là, de façon relativement étonnante, lorsque vous regardez le Code de la santé publique, vous pourrez constater que lorsque l'on fait état de ce que fait le professionnel de santé, le médecin, on ne parle pas de consentement. Le médecin intervient, le médecin prodigue les soins, le médecin donne son accord, mais on n'écrit pas qu'il consent. Et c'est quelque chose qui est un petit peu, comment dire, compliqué à comprendre sur le plan de la cohérence parce que pendant très longtemps, et d'ailleurs pour certains auteurs c'est toujours le cas actuellement, je pense par exemple à mon collègue Clément Cousin, la relation médicale a été comprise juridiquement comme un contrat entre le médecin et le patient. Or, en principe, qui dit contrat dit, comme vous le soulignez justement, consentement de part et d'autre. Et pourtant, il semble, au vu de ce que j'ai pu lire hein, et des entretiens que j'ai pu avoir, que ce n'est pas cette perception-là qui prévaut en majorité dans le monde médical, qui a tendance plutôt à se représenter le consentement comme étant quelque chose qui relève uniquement du patient. C'est-à-dire, est-ce qu'il est d'accord avec le protocole de soins tel que je l'ai défini? Et que donc, de ce point de vue-là, il n'est pas directement appelé, le médecin lui-même, à devoir consentir à quoi que ce soit. Et je pense que, à cet égard, il y a un point important, c'est que sur le plan de cette fois-ci du consentement à l'acte médical aussi, mais dans le champ de ce qui relève de la souffrance psychique, je pense ici aux consultations chez les psychologues, chez les psychiatres notamment, les choses sont un petit peu différentes puisque c'est dans ce champ-là que moi j'ai vu apparaître une expression que je crois votre collègue Monsieur Bioy connaît bien puisqu'il a écrit notamment un article qui parle de ça, qui est l'alliance thérapeutique. Et qui est donc l'idée de quelque chose de mutuel, une forme, on pourrait dire, d'horizontalisation des positions. C'est plus le médecin qui est en haut qui ordonne et la personne qui accepte l'ordre en quelque sorte, mais c'est plutôt une sorte de d'échange de part et d'autre où chacun essaye de produire une forme de commun de part et d'autre. Et c'est de ce point de vue-là quelque chose de particulièrement intéressant parce que étymologiquement, le consentement, c'est cum sentire, c'est-à-dire sentir avec. Donc il y a bien l'idée d'une relation avec quelque chose d'autre. Et donc de ce point de vue-là, je pense que par rapport à ce que vous évoquez, l'idée d'une sorte de co-consentement de part et d'autre, qui concernerait l'ensemble des actes médicaux, je pense que cela va nécessiter un changement de perspective et de compréhension de la signification du consentement et une formation particulière aux difficultés, aux enjeux de ce concept du côté des médecins, parce que encore aujourd'hui, on peut trouver des médecins qui disent n'avoir jamais été formés spécifiquement à la question du consentement. Il y a des multiples témoignages de cela, et c'est pas du tout un reproche que je fais ici, c'est un constat, hein, et que donc il va falloir ici une forme de pédagogie, d'éducation au consentement et de ce point de vue-là, la situation actuelle qui prend parfois, souvent, je vous laisse choisir parmi les deux termes,
la forme d'un formulaire de consentement assigné me semble très éloigné de l'objectif que vous décrivez ici. C'est ça, oui, 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 oui. On n'est pas du tout sur le même objectif. Quand Non. on parle, donc là, on vient d'entrer dans notre discussion, euh, la notion de consentement, est-ce que vous trouvez, vous, qu'elle a beaucoup bougé, sans parler du médical, depuis une centaine d'années? Et pourquoi, finalement, elle s'est étendue à autant de domaines? Est-ce qu'on peut, ou est-ce que c'est une image de dire que le consentement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup évoqué autour de la sexualité, ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui s'est développé après? Comment vous voyez ça? Alors, euh, en réalité, sur le plan strictement juridique et qui dépasse le droit de la santé, le consentement, il est présent dès l'Antiquité romaine, dès le droit romain, donc c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans de cela. Les Grecs aussi, hein, d'ailleurs, avaient eux-mêmes une utilisation de ce concept. Simplement, ce qui va, je crois, enfin, ce qui a un petit peu disparu dans la compréhension que peuvent avoir les gens de cela, c'est que initialement, le droit, donc la matière juridique, dans l'Empire romain, ça sert à une chose principalement, c'est la question du commerce juridique. Ça sert à faire circuler des biens d'un patrimoine à un autre, donc véritablement le commerce au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, à l'époque, ce que l'on cherche, c'est un moyen de faciliter la conclusion de ces échanges commerciaux, particulièrement chez des personnes qui sont éloignées géographiquement. Et vous savez que l'Empire romain va avoir de cesse de s'étendre, et donc on se retrouve face à une difficulté pour cela, parce que le système qui prévalait avant, qu'on appelle le formalisme en droit, c'est celui dans lequel, pour que le contrat y soit conclu, il faut que les personnes exécutent des formalités. Par exemple, elles prononcent une certaine parole, qu'elles effectuent un geste avec la main, et ainsi de suite. Et pour ça, il faut que les parties soient face à face pour pouvoir les constater de part et d'autre. Et donc, quand l'Empire s'étend, cette solution-là, elle trouve ses limites. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut trouver pour faciliter ça? Et c'est à partir de ce moment-là que le contrat dit, ça s'appelle en latin solo consensu, formé par le seul échange des consentements, va véritablement prendre de l'importance. Et ensuite, il va tomber un petit peu en désuétude après la chute de l'Empire romain et il va faire un retour. Et c'est pour ça que je vous parle de l'Antiquité romaine, au moment où on va redécouvrir cet héritage romain autour du XIIe siècle, au travers du travail des glossateurs et de la scolastique, et que à partir de ce moment-là, il va revenir un petit peu dans les préoccupations. Mais il n'a, dans toutes les époques que je décris ici, pas du tout l'importance qui lui est conférée aujourd'hui. Mais pour une raison aussi qu'on évoque trop peu souvent, c'est que ce qui caractérise aussi notre situation, la modernité, c'est à quel point de plus en plus d'aspects de nos vies sont euh, pris en compte, régulés par le droit. Et donc, à mesure que le droit étend son filet sur de plus en plus d'aspects de notre existence, eh bien, cette notion-là, qui est centrale en droit, nécessairement, elle essaime et elle se retrouve dans de plus en plus de domaines. Et donc, c'est pour cela, je crois, qu'on parle de plus en plus de consentement, parce qu'en réalité, il y a de plus en plus de droits qui interviennent dans les aspects les plus parfois ordinaires ou quotidiens de nos existences. Euh, et donc, il y a cette rupture-là, et puis il y a aussi le fait que pour qu'une pensée du consentement soit envisageable sur comment dire, sur le long terme, il faut qu'il y ait déjà une pensée du sujet. Il faut que la figure du sujet et la valorisation de l'individu puissent prendre place pour que derrière, on accorde une importance à ce que cet individu peut ou non décider de nouer comme relation par le biais du consentement. Donc ça suppose des étapes dans l'histoire de la pensée, si vous voulez, et c'est probablement pour ça que le consentement va croître de façon importante à partir du XVIIIe siècle, après notamment les Lumières, puis ensuite l'apparition du romantisme, qui va mettre en avant l'importance de la dimension de l'intériorité chez l'être humain, qui va être évidemment essentielle pour la question du consentement. Donc, c'est en ce sens-là que je crois que le consentement a, comment dire, pu prendre l'importance qu'il a aujourd'hui. Et puis, le consentement est un outil qui est très précieux pour penser les rapports de domination.
Euh, Souvent, ce qui vient à l'esprit des gens qui s'intéressent à la question, c'est un ouvrage que vous connaissez probablement, qui est absolument magnifique, d'Étienne de la Boétie, qui est Le discours sur la servitude volontaire. Et qui déjà donc évoque cette question fondamentale pour l'espèce, c'est comment fait-il que certains obéissent pendant que d'autres ordonnent. Et cette question-là, la question du pouvoir et des rapports de sujétion et de domination, elle a pris une forme particulièrement aiguë au cours du XXe siècle et également de nos jours. Donc c'est pour ça aussi, je crois, que le consentement est d'autant plus mobilisé. D'accord. Alors, je Désolé. reprends les mots. C'est très bien, c'est très clair. Je reprends les mots que j'ai entendus. Tout à l'heure, vous avez parlé de droit, vous avez parlé de régulation, Oui, droit pour réguler le commerce qui s'étend, oui. droit à régulation. Quand on parle consentement, on entend plus autorisation. Je consens, j'autorise. On n'est plus tout à fait sur la même chose. Vous avez parlé de penser le sujet, Oui. l'intériorité du sujet. Alors, le mot alliance thérapeutique, ça me fait penser à une conférence qui avait lieu hier au soir. Et je parlais hier au soir du psychotraumatisme, et donc on a parlé de cette relation sécure qui doit être installée pour qu'on puisse aider un patient à s'exprimer, et qui est finalement le lien thérapeutique qu'on installe partout. C'est l'alliance thérapeutique. Pour que cette alliance se fasse, il faut qu'il y ait un lien sécure qui vienne redonner au sujet le droit d'exister. Comme Mhm. nous disait hier au soir, on a écouté parler Boris Cyrulnik, Gérard Osterman, Julien Betzbez. Ce qui est ressorti comme mot unique, c'est le psychotrauma, c'est l'abandon de la relation, la disparition de la relation. Il n'y a plus de relation humaine. Je résume à ça. Pour lui redonner de la place, on va devoir aller rechercher le sujet pour le sécuriser, donc un tiers sécure, d'où cette alliance thérapeutique. Ce qui veut dire que quand je suis thérapeute, Oui. c'est un patient. Le patient vient, il a besoin de soins. Mhm. Il a besoin. Donc, normalement, on se dit, s'il a besoin, il faut le faire. Oui, mais on est arrivé un jour à demander au patient de s'engager par écrit, soit pour dire, j'accepte de venir dans votre établissement, je n'amènerai pas d'alcool, etc., etc. Ça me fait penser au contrat, mais mot contrat signé, où effectivement, là, j'ai vu la signature du patient, et le soignant signe pour dire, j'ai bien vu signer. Mhm. Le soignant ne signe pas un consentement, ça n'a rien à voir. Bien d'accord. Oui. Donc, si je reviens sur cette notion aujourd'hui, de notion de consentement, le consentement veut dire pour un patient qu'il a lu, qu'il a entendu ce qu'on lui a proposé, qu'il Mhm. accepte le traitement tel qu'il doit être donné pour lui faire du bien. On est d'accord. Sur, sur le principe, je serais tenté de souscrire à ce que vous dites. Est-ce Euh, que le thérapeute a les mêmes idées? Est-ce que dans son esprit à lui, il se dit, je vais faire le traitement qui est le meilleur, celui qui est, etc. Ou il se dit tout simplement, je traite et je n'ai pas envie d'être accusé puisque de toute façon, je suis clair par rapport à ma démarche. Est-ce que tout ça, c'est dans le mot consentement? en tout cas, pas tel que qui prend forme actuellement, puisque justement, on a choisi en quelque sorte, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est une forme d'impensé, de dissocier la question de l'intervention médicale du côté du praticien de celle du consentement. Mais si j'ai dit, je serais tenté d'aller dans votre sens, c'est que euh, vous savez peut-être, c'est un acquis de ce point de vue-là de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça a donné naissance à une loi en Espagne dont le nom est résumé en solo si est si, autrement dit, seul le oui est oui. C'est effectivement quelque chose d'important parce qu'on sait la tentation qu'on peut avoir à dire l'inverse. Simplement, j'aurais tendance personnellement à ajouter seul le oui est oui, mais tous les oui ne sont pas des oui. Et c'est là où, en réalité, s'ouvre, on pourrait dire, pardon pour la formule un peu grandiloquente, mais l'abîme de la subjectivité et de l'intériorité, c'est que la personne qui signe, si elle ne verbalise pas, s'il n'y a pas une relation entre le professionnel de santé et le patient qui permet justement cette communication et l'expression de ce que la personne traverse et ce qu'elle ressent, elle peut signer oui tout en pensant non. Et c'est d'ailleurs une des phrases qui a été un des éléments moteurs de mon travail de thèse, que l'on trouve chez Cicéron et qu'il reprend d'Euripide, me semble-t-il, c'est j'ai promis avec la bouche, mais pas avec le cœur. Et ça dit pour moi quelque chose d'extrêmement important.
c'est que de ce point de vue-là, on le sait très bien, et c'est un domaine qui est exemplaire pour moi, la question des addictions. Quand la personne vient, alors soit de démarche personnelle, soit parce qu'elle est dans une obligation de soins, par exemple, qu'est-ce que l'on peut dire de la réalité de son consentement? Dans quelle mesure celui-ci, il n'est pas surdéterminé par des pressions sociales, familiales, professionnelles, par une injonction judiciaire? Il y a d'ailleurs un psychologue qui évoquait le fait que le consentement dans cette hypothèse n'est pas pur. Euh, Manière de dire qu'il est en quelque sorte publicisé, écartelé, déchiré entre différentes pressions protagonistes qui influent sur la vie de cette personne. Et donc, je crois que les addictions, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a un espace de réflexion particulièrement intéressant pour le consentement. Parce que je crois aussi que du point de vue de la position du professionnel de santé, la situation est légèrement différente. En tant que, par exemple, si vous êtes oncologue, vous êtes là pour guérir un cancer. Je crois que, mais c'est ainsi que je le comprends, je ne suis pas addictologue moi-même, hein, mais je crois que du côté des professionnels de l'addiction, il ne s'agit pas tant de guérir que de permettre à la personne de trouver un équilibre dans lequel elle peut vivre sans que, éventuellement, avec de la substance en question qui est problématique, toxique, sans que, pour autant, on lui assène, si vous voulez, quelque chose du type, il faut arrêter complètement. Voilà. Et j'ai l'impression que dans ces démarches-là, dans ce que j'ai pu lire, il y a une attention qui est beaucoup plus importante portée à la subjectivité, à la personne concrète qui est en face de nous et que le but n'est pas de la rendre radicalement autre, mais de lui permettre de trouver un équilibre qui soit supportable pour elle et évidemment pour les autres et pour la société. Voilà. Donc Alors, j'ai... je dirais que là, en plus, vous donnez une vision qui est très juste et qui est très actuelle. Dans l'addiction, je suis addictologue, euh, un patient qui vient nous voir et qui nous dit je dois arrêter, je veux arrêter pour telle raison, on va l'accompagner. On peut dans ce qu'il nous dit. Un patient qui vient parce qu'il y a une obligation de soins, obligation de soins qui d'ailleurs n'est pas une obligation. On lui conseille de se faire soigner, il n'est pas dans l'obligation par rapport à l'injonction thérapeutique, ce que les patients souvent n'ont pas compris. Ce qui veut dire que quelque part, déjà, il y a le respect de leur position, mais on leur propose quand même de se faire entourer. Mhm. Pour l'entourage, c'est très important aussi de savoir qu'il y a ce suivi qui va exister. Dans les mots, quelqu'un qui vient me voir peut me dire très vite les premières fois dans l'obligation de soins, je ne serais absolument pas venu si je n'avais pas eu cette obligation. Je n'en ai d'ailleurs strictement rien à faire sur le principe. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire du soin. Je pense que je ne suis pas forcément malade, mais j'en ai rien à faire de l'obligation. Et, on essaie de faire entendre à nos patients que on leur ouvre simplement une porte pour pouvoir discuter de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire quel est l'intérêt de continuer à consommer de la même façon, voire d'arrêter, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on perd. Euh, Finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'est-ce que le patient est en mesure d'entendre, qu'est-ce qu'il est en mesure de comprendre. Alors là, j'aimerais qu'on parle ensemble des patients qui ne sont pas toujours en mesure de comprendre parce que leur conscience n'est pas, je dirais, maximale ou parce qu'il y a de la confusion un peu permanente. En tant que médecin, j'ai eu à signer des papiers pour des renouvellements de curatelle ou de tutelle qu'on adresse après au juge des tutelles et où on nous demande, pensez-vous qu'il est en mesure d'entendre? Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette notion-là par rapport justement à la signature du consentement? Alors, je vous remercie pour votre question et c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé dans ma propre recherche et dans mon propre travail. Euh, alors, si, pour y répondre, je vais juste revenir au préalable sur un petit point qui me semble être important euh, et qui va malheureusement écorner l'image de bienfaiteur que nous pouvons nous donner de nous-mêmes collectivement. En droit, le régime des incapacités, donc de protection de ceux que le droit désigne comme des incapables, n'a pas pour raison d'être, historiquement, le fait de préserver la personne, son intimité psychique, ses ressentis. C'est une technique qui vise à protéger du patrimoine, à éviter que donc du patrimoine soit dilapidé, que des objets sortent et soient vendus de façon discutable à d'autres. Donc, à la base, c'est fait pour ça, l'incapacité. Et si vous voulez,
il, euh, la capacité, étymologiquement, ça renvoie à caput, hein, la tête en latin. Donc l'incapable, c'est celui qui n'a pas toute sa tête. Et moi, ce qui a été vraiment une question très importante dans mon travail, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas avoir toute sa tête? Et en réalité, ce que j'ai cru pouvoir découvrir, c'est que nous sommes toujours tributaires d'une conception de ce que l'on appelle la rationalité, qui est en filiation directe avec l'Antiquité grecque, et particulièrement l'école platonicienne. Autrement dit, nous sommes les héritiers d'une division, d'une opposition structurante de la philosophie grecque entre d'un côté la raison raisonnante, au sens de capacité de calcul et de réflexion, et de l'autre ce qui relève de la sensibilité des affects, tout ce que les Grecs appelaient aussi des passions. Et que donc, de ce point de vue-là, pendant très longtemps, nous avons fonctionné avec l'idée selon laquelle, à partir du moment où une personne est, on peut dire, incapable au sens du droit, n'a plus sa raison, alors elle est incapable de quoi que ce soit. Et c'est ça qui, pour moi, a été la cause de choses, de phénomènes qui ont dû être terriblement douloureux psychiquement pour certains incapables. Je rappelle ici que jusqu'il y a moins de 50 ans, il était possible de marier des incapables majeurs sans leur consentement. Les tuteurs se mettaient d'accord entre eux et on pouvait dire, bon, on va les unir, quand bien même ils auraient été opposés à cela. On a également stérilisé de force des femmes, indépendamment de leur consentement, et même contre le consentement exprimé. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée sur laquelle, à partir du moment où on a déchu de la position de sujet rationnel et raisonnant, on n'est plus apte à rien. Et il y a quelque chose qui s'est produit, un changement qui est extrêmement important, et je le signale parce que ça fera écho à ce que j'ai dit au début, psychobiologique, c'est que on a redécouvert les capacités émotionnelles et sensitives des incapables. Et on s'est rendu compte à ce titre-là que il ne fallait plus raisonner en termes si vous voulez, d'un raisonnement binaire, capable-incapable, qui est beaucoup trop schématique, mais plutôt selon des degrés de capacité. On peut être inapte à effectuer certaines choses, mais être tout à fait capable d'en effectuer d'autres. Ça, c'est le premier point. Donc, on a désormais une conception plus fine de l'incapacité. Et ce qui oblige normalement le juge, hein, lorsqu'il prévoit la liste des actes pour lesquels l'incapable doit être représenté, de faire en quelque sorte du sur-mesure. Il ne peut plus, comme avant, dire tous les actes, dans la tutelle par exemple, seront effectués par son représentant légal. Et le deuxième élément qui me semble important là-dessus, c'est que on a également pris conscience en droit, mais là-dessus, le droit est évidemment le réceptacle de choses qui l'environnent, de la psychologie, de la philosophie, de ce qu'il existe certains actes qui sont tellement intimes, qui mettent tellement en cause ce que nous sommes de façon unique, que ces actes-là ne peuvent pas faire l'objet d'une représentation au sens du droit. Cela veut dire que pour ces actes-là, il n'est pas possible qu'un autre que le sujet consente à sa place. Et parmi ces actes-là, il y a normalement ceux qui relèvent des actes de soins. Donc, on a quand même, je crois, là-dessus évolué. Il n'empêche que sur le plan pratique, de ce que j'ai pu lire, évidemment, comme vous le soulignez, il y a des difficultés toujours très importantes qui existent dans la possibilité d'accéder en réalité à un dialogue avec des personnes qui sont en situation de handicap. On peut envisager par exemple les personnes qui sont aphasiques, notamment consécutivement à un AVC. Comment est-ce qu'il est possible d'entreprendre un quelconque dialogue et en dehors, alors après ça dépend comment on entend le handicap, mais dans une version élargie, hein. Si par exemple c'est même certaines pathologies psychiques, il est évident que chez certains psychotiques, en particulier, la possibilité d'un langage et d'une relation fondée sur le langage va être difficile. Euh, pour autant, j'ai l'impression que la tendance que nous avons actuellement est d'essayer de développer l'autonomie, le libre arbitre de ces individus, ces personnes qui sont en situation enfin, qui sont placées sous des régimes de protection, plutôt qu'au contraire d'étendre
les cas dans lesquels un tiers viendrait à leur place dire ce qu'il en est. J'ai le sentiment que c'est plutôt ça la tendance actuellement du droit et de la jurisprudence, ce qu'on peut voir notamment à travers la question, par exemple, des directives anticipées que vous connaissez et de leur force obligatoire ou non qui a évolué avec le temps. Euh, je sais Alors, je poursuis dans cette pas. lignée. Aujourd'hui, quand on entend des accusations qui feront l'objet peut-être d'un procès, on explique que la personne qui a pratiqué l'hypnose, pour revenir sur l'hypnose, a abusé de la fragilité d'un patient et a utilisé des suggestions. Mhm. Les thérapeutes, les hypnothérapeutes qui sont rigoureux, qui ont appris l'hypnose de façon, je dirais, académique, dans des universités, dans des écoles reconnues, disent tous la même chose. Ils disent, pour commencer, quand on pratique une séance d'hypnose, ce n'est pas moi qui mets la personne en hypnose, je lui propose de se mettre en hypnose en faisant ce que je fais. C'est-à-dire que je n'impose rien, elle va mimer ce que je suis en train de faire. La transe hypnotique, elle commence chez moi, en tant que thérapeute. Mhm. Par contre, il va y avoir un degré de confusion très différent, et évidemment, l'hypnose s'appuie au départ sur de la confusion, qui va favoriser l'arrivée dans la transe, et avec une perception, comme disait François Roustan, généralisée, mais avec quelque chose de très fluctuant. François Roustan disait toujours, il travaillait à la Salpêtrière avec Jean-Marc Benayem, c'est là que j'étais formé, notre vie, nous la passons à être dans le contrôle, dans la perte de contrôle, on reprend le contrôle, on repère, etc. Dans la vie de tous les jours, à certains moments, je suis très vigilant, je contrôle ce que je dis, à d'autres moments, je vais être moins vigilant parce que je n'ai pas besoin de l'être autant. Donc finalement, si on résume, de la confusion, une entrée en transe où on commence à moins contrôler les choses, on se dissocie. Quand on parle de dissociation, ça veut dire que l'esprit va partir du corps, va partir un peu ailleurs. Et quand une personne souffre d'une douleur, on va modifier la représentation émotionnelle de cette douleur par rapport à son ressenti, ce qui lui permettra de mieux vivre ce qu'elle est en train de ressentir. C'est ça finalement qui se passe dans l'hypnose, entre autres. Évidemment, dans ces moments-là, la suggestion est omniprésente puisque on va proposer d'imaginer un objet léger qui commence à s'envoler. Cette légèreté, elle part avec notre douleur, etc., etc. On est dans les suggestions. La suggestion, Shattuck disait qu'on vit avec tous les jours. On se lève le matin, certains mettent la radio en route, ils entendent la météo, ils vont s'habiller en fonction de ce qu'ils viennent d'entendre. Et puis 3, 4 heures après, ils disent, ils se trompent toujours. Oui, ces remarques qui font sourire. Donc, nous sommes tout le temps influençables en fonction de notre état moral du jour et de notre état physique. Et moi, ce que j'évoque là et qui est important, c'est que dans notre travail d'hypnothérapeute, nous voyons des patients qui viennent pour souvent une situation d'épuisement psychique en disant je n'en peux plus, je veux une solution. Donc on a quand même une forte sensibilité et évidemment, on va être plus suggestible. On va entendre des choses, on va les prendre pour nous et on va les penser possibles. Alors, moi, je suis convaincu que l'outil hypnotique est un outil qui est extrêmement intéressant parce qu'il est naturel, Mhm. que utilisé par un thérapeute, il va avoir du sens et il va pouvoir simplifier les choses. Mhm. Nous nous formons, nous avons des supervisions, on se réunit, j'en anime, je le sais, on se rencontre dans des séminaires, etc., comme vous faites vous dans votre travail. Quelqu'un qui est isolé, il va échapper à ça, et le risque, c'est d'adhérer à l'idée d'un pouvoir absolu. Finalement, le patient qui vient nous voir, quand on lui demande pourquoi il vient nous voir, on peut lui demander aussi que pensez-vous, que savez-vous de l'hypnose. Ouais. Certains thérapeutes expliquent d'ailleurs, expliquent très bien au départ ce qu'ils vont faire. Mhm. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, pour prendre un exemple très précis, on va prendre les thérapies. Donc, Antoine Bioy proposait qu'on évoque cette question-là. Est-ce que le droit a prévu, par rapport aux thérapies, quelque chose, a écrit quelque chose quant au consentement? Voilà, est-ce qu'il y a cette notion-là? Alors, si vous me permettez très brièvement de rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que en réalité, il y a une problématique particulière du consentement s'agissant des soins psychiques, puisque c'est quand même un domaine dans lequel vous avez l'hospitalisation sans consentement, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas pour les actes accomplis sur le corps. Euh, et que vous avez aussi une situation, et là je ne vise absolument personne, mais il me semble par honnêteté important de le dire, c'est que
Moi, je ne peux pas mettre une plaque en bas de chez moi ou sur laquelle j'aurais écrit médecin généraliste, si je n'en ai pas les diplômes. Sinon, je suis passible d'être condamné pour exercice illégal de la médecine. Par contre, je peux mettre une plaque d'hypnothérapeute après une formation dont le contenu peut être plus ou moins satisfaisant sur le plan justement de la formation éthique. Et on a constaté qu'il y a eu une vraie mode à un moment de l'hypnose, avec beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, qui ont entrepris derrière d'avoir une activité en cabinet, et sur le formation sur lesquelles l'État n'exerce pas de contrôle en tant que tel. Et donc là-dessus, le souci pour moi, c'est que vous avez des praticiens de l'hypnose qui peuvent être insuffisamment formés à cette question de l'éthique du soin et de ce que cela suppose du rapport qu'il s'agit d'instaurer avec le patient. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas de traitement judiciaire spécifique de la question de l'influence en matière psychothérapeutique. En tout cas, je n'en ai pas connaissance. J'ai tendance à penser que on pourra peut-être trouver des éléments dans d'autres branches du droit illustratifs qui sont de façon analogique, si vous voulez. Je pense que, par exemple, la question des emprises sectaires peut être un domaine dans lequel on va pouvoir observer comment est-ce qu'on apprécie l'influence que peut exercer ici une figure sur des sujets et ce qui peut amener à leur faire faire. Euh, donc la question des sectes, je pense que de la même façon, le juge va vraisemblablement, hein, mais à ma connaissance, ça n'a pas été jugé, euh, considérer que du fait de sa position et de sa formation de thérapeute, celle ou celui qui profite de cela sera particulièrement responsable, au sens de plus responsable que quelqu'un qui n'aurait pas été sensibilisé à ces choses-là. Et si on reprend la question de l'hypnose, alors moi c'est quelque chose que j'ai étudié par intérêt intellectuel et j'ai été moi-même patient, sujet de séances d'hypnose à plusieurs reprises. Déjà, il y a quand même, vous l'évoquiez, mais la question, les personnes qui viennent au cabinet, elles ne savent pas nécessairement ce que c'est qu'un état modifié de conscience et que d'être en hypnose. Et donc, leur fait de leur demander, est-ce que vous êtes d'accord pour que, en fait, on leur demande d'être d'accord sur quelque chose qu'ils ignorent. De ce point de vue-là, au titre du caractère éclairé du consentement, peut être l'objet de questions. Et vous avez parfaitement raison, il y a des thérapeutes qui prennent le temps d'expliquer ce que c'est qu'un état modifié de conscience, à quel point c'est des choses qu'on vit au quotidien, tous les jours, et si vous voulez, casser les mythes que l'on a de j'aurai plus conscience de rien, je vais me réveiller dans une autre pièce, et ainsi de suite. Tous ces fantasmes associés à une hypnose qui était quand même une hypnose plutôt classique, mesmérienne ou de spectacle, on va dire. Mais il faut, je crois aussi le dire, c'est qu'il y a différentes écoles dans l'hypnose. Et de ce point de vue-là, il y a aussi des procédés qui sont plus ou moins directifs. Il me semble que, par exemple, l'hypnose ericksonienne est plus attachée à un caractère non directif que ne peut l'être, par exemple, l'hypnose hellmanienne, qui me semble être plus, cette fois-ci, directe sur les suggestions, moins laissée de place en réalité à la possibilité au patient de trouver les termes qui lui correspondent, ce que l'on fait parfois, vous savez, en hypnose, en précisant, et vous ressentez peut-être une chaleur ou toute autre chose qui permet au patient de justement qu'il y ait une congruence entre ce qui est dit et ce qu'il ressent. Euh, Moi, ce à quoi j'ai pu assister pour des inductions hellmaniennes, c'est quand même beaucoup plus directif, avec éventuellement des contacts physiques, la tête qui est rabattue, les mains qui sont tirées. Enfin, donc, il y a, je crois, là-dessus quand même des différences qui sont existantes. Ça ne veut pas dire que l'une est moins bien que l'autre, hein. Mais il y a quand même cette chose-là qui, je crois, joue. Et alors, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que parce que actuellement, on parle d'affaires en lien avec cette question-là, mais c'est nouveau. C'est nouveau sur le plan de l'hypnose, mais ce dont on parle ici, c'est quelque chose que, par exemple, la psychanalyse a pu, elle, envisager au travers de la logique du transfert et
des mécanismes dits contre-transférentiels. Donc, qu'est-ce qui se passe quand à un moment ça dépasse le cadre thérapeutique? Bon. Et alors, sur le plan de la psychanalyse, je n'ai pas davantage de connaissances d'affaires dans lesquelles un thérapeute aurait été euh, condamné à ce titre. Alors, moi, je reprends ce que j'ai entendu. On a un homme ou une femme qui pratique son art médical, qui peut être psychologue, qui peut être médecin, qui va être dans le domaine du soin et qui est formé. Il peut être profondément perturbé intellectuellement, être profondément dangereux, quoi qu'il fasse, que ce soit de l'hypnose ou autre chose. Et on va évidemment juger la personne qui a commis des faits. Là, ce qui est délicat, c'est qu'on a le mot hypnose qui arrive ici parce qu'on se dit que finalement, c'est plus l'influence hypnotique qui agit. Non, non, c'est pas ça en fait qui se passe. C'est que on va considérer qu'il s'est passé quelque chose avec des gestes délictueux et ces gestes se sont faits en s'appuyant sur un outil. Voilà. Mais qui a proposé l'outil? C'est bien le thérapeute. Dans l'apprentissage de l'hypnose, on a des chartes d'éthique où on s'engage à être là pour faire du soin. C'est vrai que le mot consentement, aujourd'hui, n'a pas sa place. Il n'a pas été pensé, et vous l'avez dit, il n'a pas été développé. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir une porte qui veut dire qu'il va falloir s'interroger sur justement ce mot-là, ce mot consentement? Il est présent dans le domaine de la sexualité. C'est important quand une personne nous dit, comme vous disiez tout à l'heure, oui, c'est vrai, je n'ai rien dit. Si vous n'avez rien dit, c'est vous ne vous êtes pas opposé. Mais comment une victime peut-elle dire quelque chose quand elle est dans une sidération? Tout à fait. Hier, on a reparlé dans cette conférence du temps que l'on met pour pouvoir dire que j'ai été victime de quelque chose, j'ai vécu quelque chose, avant même de dire que j'étais victime. Et ce temps-là, c'est ce temps qui est nécessaire pour recréer le lien à soi, redevenir un sujet. Effectivement, on est en plein dedans. Alors, si je résume ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, le mot consentement, il est aujourd'hui vulgarisé parce qu'il va être utilisé dans tout un tas de domaines, puisque si j'ai bien compris, le droit lui-même trouve une place dans beaucoup d'endroits, beaucoup plus qu'avant. Tout à fait. Le droit, qu'est-ce qu'il défend finalement aujourd'hui? Il défend une liberté, il défend des intérêts, il défend le droit à être soigné, il défend quoi? Moi, j'aurais tendance à vous dire que la question que vous posez là, elle est, pour y répondre, tributaire en réalité d'une certaine représentation du sujet de droit. Autrement dit, de ce que le droit pense qu'un être humain est capable ou pas de faire. Et que comme cette représentation est, si vous voulez, plutôt construite autour de l'idée d'un sujet maître, d'un sujet capable, littéralement, de tout, d'une rationalité qui est extrêmement puissante, eh bien, c'est de ce point de vue-là qu'on a peut-être donné aussi cette place particulière au consentement, puisque on suppose que tout un chacun est littéralement capable de pouvoir résister aux influences qui s'exercent sur lui, au milieu dans lequel il est, et ainsi de suite. Et ce que l'on découvre, ou que l'on feint de découvrir, puisqu'en réalité on le sait depuis longtemps, c'est que, eh bien, il conviendrait de revenir sur cette définition et de dépouiller en quelque sorte la figure du sujet de droit de ces éléments qui le font être une sorte de démiurge, un plus qu'humain. On se rend compte que l'être humain est faillible et que de ce point de vue-là, il faut accueillir aussi en droit cette possibilité de l'impuissance, de l'incapacité. Et sur le plan psychique, c'est véritablement le domaine sur lequel c'est le plus compliqué. Et ça, d'ailleurs, il y a une tradition historique hein, là-dessus. Sur la prise en compte du psychisme, vous avez les travaux de Madame Géraldine Aïdan, par exemple, sur le fait psychique en droit, qui parle de ça, à quel point c'est difficile pour le droit de se saisir de ça parce qu'il y a, je vous en avais parlé, un problème d'objectivation. Littéralement, comment est-ce que je peux faire pour sonder les consciences si la personne ne parle pas? Moi, en tant que juge, comment savoir? C'est une difficulté qui est très concrète, hein. Il ne faut pas du tout, je crois, la balayer d'un revers de la main, parce qu'il y a des questions de preuve derrière, aussi importantes. C'est que on ne peut pas non plus tomber dans une sorte d'excès inverse qui serait de croire systématiquement tout et tout le monde lorsque les personnes disent ah ben non, je n'ai pas consenti.
parce que ça crée derrière, effectivement, ça engendre des mécanismes qui peuvent conduire à des privations de liberté, à des condamnations pénales, à une ostracisation sociale, et ainsi de suite. Donc, c'est évidemment extrêmement important d'écouter la parole des victimes, mais il faut aussi qu'on trouve une façon d'objectiver, ou plutôt des critères qui permettent de distinguer parmi celles-ci un minimum pour le juge qui est un être humain comme les autres, hein, et qui n'a pas de formation en plus en psychologie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe en ce moment les formations sur l'emprise, sur la sidération dont vous parlez, parce que si on ne s'intéresse pas à ça, on n'a pas de raison de penser. Et le droit nous dit, mais le sujet est tout puissant, en quelque sorte. Dans l'Antiquité romaine déjà, on refuse de considérer que la pression qu'exercent vos parents sur vous peut avoir pour effet de vous forcer à faire des choses. On considère que c'est pas et qu'on ne peut admettre que ce qui ferait impression sur une personne raisonnable, nous dit le droit romain. Mais qu'est-ce que c'est que ça à notre époque? Et à mesure qu'on identifie de nombreux facteurs qui jouent sur nos vies, qui nous influencent, eh bien, on se met à dire que le chemin va être long, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, nous avons commencé à l'arpenter. Alors c'est très bien et c'est rassurant. Et je repense à une conférence que j'avais faite il y a une année avec Antoine Bioy et puis j'avais reçu Jean-Luc Romero. Mhm, Je voulais qu'on croise le discours de l'influence politique. mhm, Et c'était très intéressant parce que Jean-Luc Romero nous a rappelé que la notion qui aujourd'hui était la plus complexe et qui rendait peut-être le plus vulnérable face à la suggestion, c'était le manque de temps. Et en nous disant que finalement ce temps qui ne lui appartient plus ne lui laissait pas le temps d'aller voir les administrés, d'aller parler, d'expliquer en amont, que malheureusement tout se faisait sous la pression même des informations du jour qui tombaient et qui imposaient un discours, enfin un sujet de préoccupation. Et donc on ne pouvait plus réfléchir. Donc cette notion, on va la ramener dans ce qu'on vient de se dire, dans une consultation d'hypnose. La demande des patients, et elle est légitime, c'est d'aller mieux et vite. mhm. Notre réponse, normalement, doit être de dire on va vous accompagner, il nous faut du temps. Alors, on a eu une époque, on a parlé des thérapies brèves, ce qui voulait dire que c'était en opposition à des thérapies qui duraient des années. Mais brève ne veut pas dire en 3 minutes. Vous savez comme moi qu'il y a des courants d'hypnose, qui, je ne dirais pas le nom, qui s'expriment et qui disent qu'en quelques heures, quelques minutes, on peut faire des choses. Je pense que tout est possible. Je n'ai jamais considéré que c'était magique, l'hypnose. Je pense que par contre, les changements que ça peut entraîner sont magiques, mais c'est d'un autre domaine. Donc, on est dans un outil thérapeutique qui va nous aider, qui va compléter, qui va s'associer. On parle aujourd'hui des pratiques médicales intégratives. C'est du bon sens, en fait. On intègre tout ce qui peut aider à condition qu'il y ait derrière un œil clinique qui observe les choses. Le 16 mars, on va réfléchir entre thérapeutes. On aura avec nous des médecins, des psychologues, il y aura des sages-femmes, il y aura un journaliste qui va s'associer à nous, il y aura une patiente experte, et j'ai oublié d'autres personnes. Ça veut dire qu'on va avoir une réflexion pluridisciplinaire sur des binômes d'expérience autour de ce que chacun entend par consentement. Et puis, on aura, je pense, on aura l'occasion de se revoir parce que je trouve que c'est très intéressant et de voir comment le droit, qui finalement, pour nous, n'est pas aussi présent que ça dans notre activité. À partir du moment où on a une activité qui est posée, qu'on a un diplôme, on est dedans, mais pourtant on est obligé de se reposer la question au vu de l'actualité. On doit être clair vis-à-vis des patients, il faut qu'on soit aussi clair vis-à-vis de nous, on a probablement besoin de nous aider dans cette notion-là. Je vais terminer en rappelant quelque chose qui m'avait marqué. Je me suis occupé en Bretagne d'un centre d'addictologie. On délivrait la méthadone. Et donc, on recevait des mineurs. Un mineur qui vient dans un centre d'addictologie, un XAPA, il peut venir avec un anonymat. Ça veut dire qu'on va mettre son nom quelque part et on va mettre l'anonymat à côté et on ne va pas envoyer de papier chez les parents pour dire il est venu. À partir de quel âge on peut délivrer une substitution par méthadone à l'héroïne à partir de 15 ans? J'avais parlé avec une juge que j'avais D'accord. interrogée. Et ce qui est intéressant, c'est que le patient mineur qui vient à 15 ans est très jeune. Il a Mhm. beau être en avance dans la consommation des substances, il est très jeune dans sa mentalité. Donc on le demande qu'il ait un tiers qui le représente, et ce tiers, ça peut être un père, un frère, un voisin, un adulte en fait. Mhm. Ce tiers, finalement, je pense que c'est assez intéressant comme notion. Ça veut dire que quand nous, soignants, on est inquiet dans l'évolution, on va aller chercher ce tiers, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner la discussion à trois pour aller pallier ce que ce patient ne peut pas nous dire en s'appuyant sur quelqu'un d'autre. Donc cette notion, moi, je la trouve intéressante, même dans notre domaine de l'hypnose. Et peut-être qu'effectivement, on a
faut pas hésiter à certains moments de pouvoir inclure une troisième personne qui peut être le témoin qui accompagne, qui vient renforcer, qui vient donner un peu de confiance, qui vient renforcer peut-être le tiers sécure qui est en train de se créer entre le patient et nous. Là, je pense que c'est une idée. Tout à fait. Et pour aller dans votre sens, je remarquerai simplement que sur le plan du droit médical et donc du consentement à la santé, l'expression consacrée par le code est personne de confiance. Et que donc il y a bien cette idée selon laquelle c'est pas nécessairement d'ailleurs un parent, puisqu'on peut être plus proche, plus intime avec un ami, une connaissance qu'on ne peut l'être avec ses propres parents, hein. Mais que ce qui est en cause est bien fondamentalement la confiance. Et je crois que la confiance est un élément absolument essentiel du consentement. Merci Christelle Maxence. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.